Alors ici, on se pose la question comment on peut prioriser les récits. Donc, prioriser les récits, c'est les ordonner du plus prioritaire au moins prioritaire. Donc, cette priorité-là va dépendre de, disons, 3 facteurs, grosso modo. La valeur ajoutée du produit au produit par le récit, la taille du récit, donc quand on dit la taille, ça veut dire indirectement le coût de développement, et la dépendance d'un récit par rapport à un autre récit. Donc c'est sûr que si le récit A doit être fait avant le récit B, mais on n'a pas le choix, il faut faire A avant B. Donc on peut par la suite grouper les récits, disons, par livrable, donc release, donc une fois qu'ils sont ordonnés, on peut dire, tiens, on va commencer par faire ceux-là, après ça on va faire ceux-là, après on va faire ce groupe-là, après ce groupe-là, après ce groupe-là. Exemple d'ordonnancement des récits. Donc, supposons qu'on a un récit A qui, là, on met des, ça pourrait être plus que 12 heures, mais là, on est dans des nombres d'heures, disons, pas trop grands. Donc, le récit A coûte 12 heures de temps de développement et n'a absolument aucune valeur, disons, pour le client. Le récit B va coûter, par exemple, 3 heures de temps, mais va valoir 45 000 $ de valeur pour le client. Mais il dépend de A. Donc, on fait A avant pour pouvoir faire B. Par exemple, le récit A, ça pourrait être de vous développer un système pour automatiser la génération de, je sais pas moi, un jeu ou n'importe quoi. Donc, vous faites vous créez un script ou peu importe pour automatiser quelque chose. Donc, ça va vous prendre 12 heures à créer ce script-là. Une fois que vous l'avez créé, ben après ça, ça vous coûte 3 heures pour, disons, mettre les paramètres, tout ça, pour disons, compléter le récit B à partir de ce que vous avez fait dans le récit A. Okay? Donc, c'est le récit B qui a la valeur ajoutée, mais le récit A, ben, il demandait de créer une espèce de méga script ou un programme, peu importe. Le récit C, lui, coûte 6 heures de temps, mais rapporte 12 000 $ pour le client. Et le récit D coûte 12 heures de temps, mais rapporte 18 000 $ pour le client. Donc, la question qu'on se pose, c'est dans quel ordre faut-il réaliser ces récits-là ou ces tâches-là, d'une certaine façon. Donc, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, évidemment, le récit B dépend de A, donc il faut comme combiner les deux ensemble. Donc, quand on combine les deux ensemble, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une valeur de 45 000 $ pour un coût de 12 plus 3, 15 heures. Donc, 45 000 $ en 15 heures, ça fait 3 000 $ de l'heure de valeur ajoutée pour le client. Est-ce que ça veut dire que vous allez lui demander 1500 pièces de l'heure? Probablement pas. Okay? Mais pour lui, okay, ça a une valeur de 3 000 $ de l'heure. Le récit C a une valeur ajoutée, mettons, de 12 000 $, mais dans ce cas-là, 12 000 $ en 6 heures, ça fait 2 000 $ de l'heure. Et le récit D a une valeur ajoutée de 18 000 $ en 12 heures, donc de 1500 $ de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire en premier? On va commencer par faire les récits A et B. Ensuite, on va faire C, et ensuite, on va faire D. Comme par hasard, A, B, C, D. Okay? Mais, bon, c'est une pure coïncidence. Évidemment, les petits calculs qu'on a fait à la diapo précédente sont bien jolis, okay? Mais en pratique, c'est extrêmement difficile d'évaluer correctement le coût en temps d'un récit qu'on va réaliser et la valeur exacte d'un récit pour le client. Okay? On n'en a aucune idée, puis la valeur, elle peut varier dans le temps. Si c'est une valeur pour un nouveau produit, le produit est un flop, mais en réalité, le client, ça vaut rien pour lui. Si, au contraire, il lance la nouvelle affaire, puis le produit s'annonce être disons, un hit, ben à ce moment-là, le produit peut valoir des millions pour le client, puis je veux dire, ça lui a peut-être coûté juste 3000 pièces faire le logiciel, puis ça va valoir des millions pour lui. Donc, on ne sait jamais dans la vie. Là. Fait que le client, lui, il prend un risque, puis nous, ben, en tant que développeur, on est payé un certain montant, mais c'est le client qui prend le risque. Mais c'est difficile de savoir c'est quoi la valeur exactement pour le client en termes monétaires.
Donc, la plupart du temps, on doit s'en remettre à des mesures ou à des estimations approximatives. Donc, on va explorer dans ce document-là différentes manières d'estimer approximativement la valeur et le coût d'un récit. D'abord, une première manière de qualitativement un peu voir les choses, de représenter les choses, c'est de se dire que parmi les récits, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, puis il y en a qui sont plus compliqués que d'autres à réaliser. Donc, d'emblée, les récits qui ont une grande valeur vont probablement être réalisés. On va commencer par réaliser ici dans le cadran 1, les récits qui ont une grande valeur et qui sont faciles, donc qui sont peu complexes. OK, donc la complexité, disons que c'est approximativement, ça correspond au coût. Plus c'est complexe, plus ça coûte cher. Donc, on va commencer par réaliser les récits qui ont une grande valeur ajoutée et qui ne coûtent pas tant que ça. Après ça, on va réaliser les récits qui sont plus complexes, mais qui ont aussi une grande valeur ajoutée. Après ça, dans certains cas, on va réaliser des récits peut-être peu complexes, mais qui ont quand même pas une si grande valeur ajoutée. Et finalement, les récits complexes, mais qui n'ajoutent pas vraiment grand-chose, on va carrément les laisser tomber. À propos de la dépendance, donc on se rappelle, ça c'était un exemple qu'on avait déjà présenté, donc pour payer, on peut payer par PayPal, par exemple, et ça c'est un récit payé par PayPal. Après ça, on pourrait payer comptant, on pourrait payer par chèque, on pourrait payer par débit, on pourrait payer par Bitcoin. Après ça, on pourrait payer par crédit. Par crédit, on peut payer par Visa, American Express, Mastercard. Donc ça, c'est différents récits. Donc il y a des récits qui dépendent d'autres récits. Ça nous amène à introduire la notion de récit pivot et de récit racine. Donc, un récit pivot, c'est un récit qui dépend dont dépendent plusieurs autres récits. Et un récit racine, c'est un récit, disons, pivot, qui ne dépend d'aucun autre récit. Donc, implication, en général, on commence par développer les récits racines. Par ailleurs, les récits pivots sont importants pour la suite des choses et il convient de leur apporter une priorité plus grande. Les techniques de fake, de stop, de mock peuvent être utilisées pour pallier temporairement aux fonctionnalités manquantes. Donc ça, c'est des stops, des mocks, c'est des trucs qu'on rajoute dans notre programme pour faire fonctionner des parties quand on a d'autres parties qui dépendent de cette partie-là. En tout cas, peu importe, il y a des dépendances, puis là, on veut, disons, faire fonctionner un peu le système avant d'avoir terminé de coder certaines autres parties. Donc, si on prend notre exemple ici, notre carte de crédit, ici, c'est un récit pivot parce qu'il y a d'autres récits qui dépendent de celui-là. Et notre récit ici, payé par PayPal, c'est un récit racine. Il dépend d'aucun autre récit, mais plusieurs autres récits vont dépendre de celui-là. Donc, le récit racine, c'est aussi un récit pivot, mais comme il dépend d'aucun autre, c'est un récit racine. Ce qui nous amène au point de l'estimation de la valeur d'un récit. Donc, la première chose qu'on peut, quand on essaie d'estimer quelque chose, il y a deux échelles fondamentales d'estimation radicalement différentes. C'est la différence entre une échelle qu'on appelle qualitative et une échelle qu'on appelle quantitative. Donc, en fait, c'est assez rare de connaître précisément la valeur ou le coût d'un récit, donc il faut procéder d'abord à une estimation. Cette estimation est nécessairement floue. Donc, on peut utiliser soit une échelle qualitative ou quantitative. Et même en ce qui concerne le côté quantitatif, il y a plusieurs niveaux quantitatifs. Ça peut être, il y a des échelles absolues, puis il y a des échelles relatives. Donc, en général, on va préférer des échelles relatives parce qu'on est plus dans le flou. Donc, il y a une espèce de compte d'incertitude en fonction, pour ce qui est de l'estimation, c'est que plus, quand on est au début d'un projet ou d'un truc en quelque sorte, avant de l'avoir débuté, c'est difficile d'estimer précisément. Donc, on peut facilement se tromper de surestimer. On peut facilement se tromper de 4 fois à un quart, si vous voulez. Donc, mettons que j'évalue la taille d'un projet, puis je me dis, la taille d'un récit, je dis, ça, c'est à peu près 12 heures. Peut-être qu'en mettant 12 heures, je me suis trompé, puis en réalité, c'est juste 3 heures. Donc, j'ai surestimé de 4 fois.
Puis peut-être j'ai dit 12 heures. En réalité, c'est 4 fois 12, c'est 48 heures que ça prend. Donc, je me suis gouré parce que j'ai estimé 4 fois moins que ce que ça devait être. Donc, il y a une marge d'erreur qui est considérable. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on progresse dans le projet, la marge d'erreur se réduit et c'est de plus en plus facile d'estimer précisément un récit. Donc, il y a comme une espèce de cône d'incertitude qui se réduit au fur et à mesure que le projet avance. Donc, en ce qui concerne l'évaluation pour évaluer la valeur d'un récit, on a deux échelles quantitatives. On a l'échelle Moscow et l'échelle Yagni, qui se ressemblent quand même sensiblement. Et en ce qui concerne l'échelle quantitative, ben, on a la technique du Monopoly. Donc, on va expliquer ça. Donc, ici, vous avez une espèce de église orthodoxe russe. Donc, la technique Moscow. Donc, Moscow, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Moscou. Donc, c'est pour ça la Russie. Donc, Moscow, M, c'est must have. S, c'est should have. C, c'est could have. Puis W, c'est won't have. Donc, le must have, c'est les fonctionnalités fondamentales du logiciel. Le should have, c'est les fonctionnalités importantes qu'on devrait avoir. Le could have, c'est ça pourrait être mis de côté si on manque de temps. Et le won't have, c'est des trucs qu'on peut faire plus tard. Donc, c'est une classification quantitative sur la valeur relative d'un récit par rapport au produit. Il y a une certaine répartition de l'effort associée à ces niveaux-là. Donc, le must-have, REQ, ça c'est les requis du logiciel, ou les requis, c'est un très mauvais anglicisme. Donc, requis, c'est les requirements du logiciel, donc les exigences logicielles en français. Donc, ici, vous avez 100% d'effort à consacrer pendant un certain temps à un projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez planifier environ 80% d'efforts à mettre sur les must et les could. Les must et les should, pardon. Et vous allez mettre, disons, à tout hasard, si vous avez du temps, vous allez en mettre ici pour des could. OK? Donc, les must, les should, les could. Et dans le 80%, ben, vous allez prendre au moins 60% de votre 80% que vous allez consacrer au must et le reste, 40%, au should. Okay, donc, c'est juste pour montrer un peu qu'il faut associer l'effort en fonction de l'importance des différents récits. Ici, on parle de l'échelle Yagni qui, disons, se rassemble beaucoup avec le Moscow, en quelque sorte. Donc, Yagni, ça veut dire « you ain't gonna need it ». Ça veut dire « t'en auras pas besoin ». OK, c'est ça que ça veut dire. Vous n'en aurez pas besoin, mais disons « you ain't gonna need it ». C'est un peu de l'argot, donc du slang. En français, ça serait, en québécois, ça serait plus « t'en auras pas besoin ». Donc, au centre, vous avez ce qui a de la valeur maintenant. Après ça, il y a ce dont vous avez besoin, là, que c'est un peu une impropriété, ce dont vous avez besoin, ce dont vous pensez avoir besoin, et finalement, ce dont tu n'as pas besoin pantoute. Donc, t'en as-tu vraiment besoin? Comme dirait McSween, donc, you ain't gonna need it, t'en as pas besoin. Donc, on se concentre principalement ici sur ce qui est ici, et peut-être ce qui est ici, donc on se concentre sur le principal. Ce qui nous amène au jeu de Monopoly. Donc, si vous voulez, par exemple, affecter des valeurs quantitatives à différents récits, ben vous pouvez vous mettre à plusieurs, puis vous jouez au Monopoly. Donc, à chacun, vous distribuez, par exemple, 500$. Et avec ces 500$-là, vous distribuez les 500$ entre les différents récits pour voir combien vous metteriez pour acheter ces récits-là. Okay, donc, c'est purement arbitraire, le 500$. Donc, vous êtes 3 personnes. Vous avez des récits X, C, K, B, F et vous mettez de l'argent sur ça. Et finalement, on se rend compte que le récit que les gens semblent trouver qui vaut le plus, ça serait, par exemple,
Ici, on voit que les gens qui mettent l'argent, c'est les utilisateurs. Et le Product Owner, PO, ça c'est le Product Owner, c'est comme le responsable de l'entreprise du produit. Donc, ces gens-là vont mettre de l'argent pour acheter le produit, ce qui permet d'avoir une espèce de hiérarchie qui nous permet de dire que lui vaut à peu près 500 $. Mais ça ne veut pas dire qu'il vaut 500 $, mais il vaut 500 $ par rapport à lui qui vaut 5 $, qui vaut pas grand-chose. Okay? Donc, ça nous permettrait d'ordonner ici nos produits par ordre de, disons, de coût. Mais là, on n'a pas pris en considération pas de coût, mais de valeur ajoutée. On n'a pas pris en considération le coût. Donc, maintenant, ça nous amène au coût. Donc, comment on peut estimer le coût d'un récit, donc sa taille, son ampleur. Donc, idéalement, on mesurerait le coût en dollars, mais les développeurs ne sont généralement pas des gestionnaires d'entreprise. Donc, ce qui serait pas si mal, en fait, ça serait de mesurer le coût en heures ou en jours de travail. Donc, certaines entreprises méthodologies vont faire ça. Avec les méthodes agiles et Scrum en particulier, on admet généralement que même une estimation absolue en durée est quelque chose de trop difficile à faire précisément. D'où l'idée d'utiliser ce qu'on appelle des story points. Donc, un story point ou des story points, ça mesure l'effort nécessaire pour développer un récit. Et c'est pas le temps, c'est le nombre de story points. Donc, l'effort est mesuré par référence ou en référence à un récit de base simple. Donc, vous avez un récit de base, vous dites, lui, c'est un story point. Donc, si ce récit-là, c'est un story point, les autres, c'est combien? Donc, en première approximation, c'est difficile c'est une manière un peu surprenante de fonctionner, parce que si vous commencez à développer en agile, vous ne saurez pas un story point, ça veut dire quoi? Fait que moi, ce que je ferais si j'étais à votre place, puis qu'on me demandait de savoir, ben moi, un story point, ça serait peut-être une demi-journée, par exemple, de travail. Fait que là, par rapport à ça, on peut évaluer les récits. Okay, ça peut être aussi 1 heure de travail. Un story point, ça peut être 1 heure de travail. Une autre échelle de mesure possible, ça serait pour ce qui est pour ce qui est de l'évaluation des story points ou de la taille des récits, on peut utiliser une échelle linéaire comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aussi utiliser une échelle de type Fibonacci, comme 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. On pourrait utiliser des puissances de 2, 2, 4, 8, 16, ou on pourrait même utiliser des t-shirts comme extra small, small, medium, large, extra large, extra, extra large. Donc, ça, on utilise plus ça pour des trucs vraiment plus flous comme des thèmes ou des épiques, par exemple. Donc, pourquoi on utiliserait une échelle non linéaire, par exemple, comme Fibonacci? En réalité, l'échelle de Fibonacci, c'est la plus répandue pour évaluer les story points. Bon, quand notre estimation est floue avec une marge d'erreur de 50% ou plus, c'est quoi la différence entre dire au client ou pour vous-même que ça, je l'évalue à 9 story points, puis celle-là, je l'évalue à 10 story points? T'sais, quand ta marge d'erreur, c'est 50%, dire ça, c'est 9, puis l'autre, c'est 10, c'est un peu se penser un peu bon, là, dire ça, ok? Parce que si ta marge d'erreur est 50%, la différence entre 9 et 10 est à peu près nulle. Ce qui fait que, en général, on va préférer y aller avec une échelle, disons, où on peut pas prendre toutes les valeurs possibles. C'est ce qui nous amène à utiliser l'échelle de Fibonacci. Donc, l'échelle de Fibonacci, par exemple, est utilisée avec ce qu'on appelle le planning poker, qui est une technique, un peu comme le Monopoly qu'on y avait avant. C'est une technique pour déterminer la valeur, le coût, pardon, des différents récits en termes de temps. Donc, vous avez des cartes de planning poker, c'est ces cartes-là que vous voyez ici. Donc, ces cartes-là, c'est le coût en story point que vous estimez pour les récits. Donc, à chaque fois qu'on nomme un récit, là, vous êtes autour d'une table, puis là, chacun va dire, on va mettre une carte sur la table, puis là, quand c'est le moment de dire combien, là, on vire la carte, tout le monde ensemble, et on voit si tout le monde a à peu près la même idée. Si vous avez un paquet de 3 puis de 5, ben, vous vous dites, ben, probablement que c'est 3 ou 5. Hein, puis ça fait que s'il y a plus de 3, on met 3, s'il y a plus de 5, on met 5. Mais si quelqu'un met 1 puis l'autre met 13, ben là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que quelqu'un n'a pas compris là-dedans. Donc, peut-être que la personne qui a mis 1, elle,
c'est parce qu'elle n'a pas compris jusqu'à quel point c'est difficile, puis peut-être que la personne qui a mis 13 n'a pas compris que peut-être que la personne qui a mis 1 avait une idée de génie pour résoudre ça très rapidement. Donc, c'est très utile à ce moment-là. Il y a des conversations qui se font autour d'une table pour élaborer des techniques disons, de réalisation de récits. Mais nous, on le fera pas dans le cours, là, le planning poker. Je veux dire, j'ai déjà fait ça, mais je trouve que c'est un peu une perte de temps. En fait, je trouve que c'est hors contexte, donc ça s'applique pas vraiment dans le cours. Vous allez probablement l'appliquer, en fait, peut-être l'appliquer ou probablement l'appliquer dans votre cours de projet. Mais là, on n'a pas vraiment le temps. En fait, je trouve que c'est pas applicable dans le cadre du cours qu'on a, nous, présentement. Ce qui nous amène à des petites questions. Donc, vous avez ici un groupe de 5 questions à répondre, ici. Question série A pour 5 points. Ensuite de ça, question série B pour 5 points. Finalement, vous avez ici différents récits à développer. Le A, le B, le C, le D, le E. Et on se demande dans quel ordre on doit faire effectuer ces tâches-là. Donc, veuillez répondre à la question. Quel récit vous allez faire en premier? Ça va être quoi la valeur ajoutée par heure de travail effectué? Donc, pourquoi vous le mettez en premier? Donc, évidemment, ça devrait être en ordre décroissant ici. Et finalement, est-ce que vous allez réaliser le récit ou pas? Donc, on peut se poser cette question-là. Donc, si par exemple, vous estimez qu'engager un programmeur, un consultant, coûterait environ 250 $ de l'heure, en incluant le temps passé à gérer cette personne-là et son projet. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous allez, disons, en vous mettant à la place d'entreprise, est-ce que vous allez réaliser tous les récits? Donc, c'est sûr que ça coûte 250 $ de l'heure pour réaliser un récit, puis que le récit a comme valeur ajoutée 50 $ de l'heure, ben, on le fera pas. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire ici. Donc, est-ce que vous allez réaliser le récit? Oui ou non? Vous répondez à ça. Et voilà. Vous remettez sur l'IA avec votre note sur 15.